Les arrestations arbitraires, la pratique est monnaie courante en République démocratique du Congo. Les OPJ et les magistrats sont pointés du doigt, ceux-là même qui sont appelés à faire respecter la procédure, la foule aux pieds. Pour notre invité, Maître Jean-Paul Katende, président de l'Azado, cela jette un discrédit sur le système judiciaire congolais. Il dénonce ce dysfonctionnement de l'appareil judiciaire qui enfreint aux libertés publiques. Je vous propose de le suivre. Maître Jean-Claude Katende, bonsoir. Bonsoir madame. Parlez-nous un peu de l'état de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Je vous remercie pour la question, qui est vraiment une question très large dans la mesure où la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, il faut l'évaluer d'une part en termes de la législation. Et si nous prenons cet aspect, vous allez vous rendre compte qu'en République démocratique du Congo, nous avons des très bonnes lois qui assurent d'une part la promotion des droits de l'homme et d'autre part la protection des droits de l'homme. Et le deuxième volet, c'est la mise en pratique de ces lois pour assurer effectivement la protection des citoyens congolais qui, de temps en temps, sont confrontés à des problèmes de violation de leurs droits. Et c'est plus sur cet aspect de la mise en œuvre de lois où les problèmes se posent. Et où nous pouvons dire que si la République démocratique du Congo a fait un grand pas en termes de la législation, sur le plan pratique, il y a des problèmes qui se posent, tant dans la partie ouest qui n'est pas en guerre, que dans la partie est qui est en guerre. Je précise que vous parlez au nom de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, dont vous êtes président, mais vous êtes aussi conscient du fait que vous, les ONG, vous avez une grande responsabilité justement face à cette situation. Il ne suffit pas de dresser un tableau sombre, mais il faut aussi faire des actions de terrain. Je dois vous dire d'abord que l'obligation de protéger les droits de l'homme relève d'abord de l'État congolais. C'est l'État congolais qui a pris des engagements tant au niveau national qu'international, à qui revient l'obligation de protéger les droits de toutes les personnes qui habitent sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et donc le travail des ONG, c'est un travail qui vient en supplément ou en deuxième lieu. Mais vous donnez l'impression de stresser beaucoup plus la population avec vos déclarations par moments incendiaires au lieu de travailler justement à côté du pouvoir public pour essayer de faire avancer les choses maintenant qu'on parle de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Oui, mais il y a l'état de droit. L'état de droit, il faut les situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'état de droit sur papier. Et le deuxième niveau, c'est l'état de droit, n'est-ce pas, sur la pratique en termes de protection et de la promotion, n'est-ce pas, de la primauté du droit pour les citoyens. Donc, il faut que nous puissions quitter cet état de droit sur papier pour aller sur l'état de droit pratique. On dit souvent que les ONG des droits de l'homme, particulièrement, font des déclarations incendiaires. Non. Mais la question ne se situe pas seulement au niveau de la dénonciation, maître, aussitôt au niveau aussi des propositions, des pistes de solutions. Mais très peu d'ONG en termes de solutions, je dois vous dire que l'Azado, par exemple, mon organisation, apporte une assistance judiciaire gratuite à des personnes, pas seulement les politiciens ou les journalistes, même à de petits citoyens qui s'adressent à notre organisation. Nous mettons des avocats à leur disposition pour les défendre. Donc ça, c'est en termes de solutions, on apporte cet appui. Par rapport au gouvernement, notre position a toujours été claire. Il ne faut pas que le gouvernement recoure aux ONG des droits de l'homme seulement quand il s'agit de faire passer certaines questions, par exemple au niveau des Nations Unies, pour démontrer que l'État collabore avec les ONG de droits de l'homme. Nous aurions souhaité que cette collaboration se situe à un autre niveau,
Un autre niveau, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons par exemple des problèmes à l'Est. Que le gouvernement de la République donne de l'argent par exemple aux ONG pour dire allez à l'Est de la République démocratique du Congo, regardez ce qui se passe et faites-nous... Si vous voulez que le gouvernement finance vos actions, alors en quoi vous êtes Niger? Non, c'est là que je voulais en venir pour vous dire que si l'État, parce que c'est prévu dans notre constitution, que l'État peut apporter un soutien au travail des ONG. Ce n'est pas une, comment je dirais, ce n'est pas une faveur, c'est en fait une obligation légale du gouvernement. Les justiciables se plaignent du dysfonctionnement aussi de la justice, hein, les répressions, les arrestations arbitraires, les détentions illégales. Au niveau des ONG, qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer de diminuer ou peut-être carrément faire disparaître ce fléau qui ternit l'image de la justice? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de discussions quant à ça parce que le président de la République lui-même, en 2009, il avait dénoncé la corruption, les dysfonctionnements de notre justice. Si nous reconnaissons que notre président est le premier citoyen qui regarde, de par les droits que la Constitution lui reconnaît, de régler les fonctionnements des institutions, si lui-même arrive à en parler, c'est que la chose est très grave. Sur ce point-là, vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il y a une forte volonté politique et judiciaire de faire évoluer les choses? La volonté politique, vous savez, quand on veut redresser un service comme la justice, il faut que les décisions qu'on prend soient aussi des décisions justes. Je peux vous dire par exemple qu'il y a certains magistrats qui ont été révoqués de manière irrégulière. Si on n'arrive pas à respecter, si les hautes autorités ne respectent pas les lois de la République en prenant les décisions, toutes ces décisions sont injustes et ne peuvent pas aider à redresser la justice. Mais les magistrats ont leur syndicat, alors ce n'est pas peut-être à la ZADO de parler pour les magistrats, quoique vous êtes aussi avocat ou ancien avocat. Il faut dire, madame, que la question qui concerne la justice, ce n'est pas une question qui relève seulement du syndicat des magistrats. C'est une question qui concerne tous les citoyens. Ok, maître, je souhaiterais que vous puissiez revenir sur la question posée avant, sur les répressions des libertés quand même publiques. Il faut d'abord savoir que, de par notre Constitution, la liberté est la règle. L'arrestation ou la détention d'une personne, ça doit être une exception. Et ça, c'est un principe constitutionnel. De deux, il y a la présomption d'innocence. Toute personne qui n'a pas été condamnée par un jugement définitif reste encore innocente. Et donc, si on a en vue ces deux principes, la conséquence est que on ne peut pas arrêter une personne de n'importe quelle manière. Et ici, je reviens sur le fait que pour que la personne soit arrêtée, il y a des conditions qui doivent être remplies. La première condition, il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. Les indices sérieux de culpabilité, c'est par exemple, on entre dans un local, on trouve qu'il y a une personne qui est morte, et à côté de cette personne, on trouve une autre personne. Si on doit chercher qui est le coupable dans ces cas d'espèce, la première personne à être identifiée, c'est celle qu'on a trouvée à côté de la personne, même si la personne a été tuée par quelqu'un d'autre. Et donc, dans ce cas-là, il existe des indices sérieux de culpabilité. C'est par exemple quelqu'un qu'on trouverait en possession d'un objet qui a été volé. Et donc, cette personne, l'objet qui est entre ses mains, c'est un indice que c'est lui qui est le voleur. Aujourd'hui, pour les questions de dette, on arrête quand même des citoyens congolais. Est-ce que c'est légal? Non, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour une question de dette. Et c'est là que les bas blessent. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour besoin ou pour question de dette. Et on ne peut pas aussi arrêter quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre. Parce que ce sont des choses que nous voyons.
Et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 9, interdit carrément les détentions illégales et arbitraires, mais aujourd'hui il se pose une question de sensibilisation. La population qui ne connaît pas ses droits n'est pas sensibilisée, les magistrats du parquet qui sont censés connaître les droits des uns et des autres ne sont pas sensibilisés sur la question, et vous les ONG non plus, vous n'êtes pas dynamique pour ce travail de sensibilisation. Non, les ONG sont... Alors il y a un problème sérieux. Non, je dois dire que le problème ne se situe pas dans les chefs des magistrats. Parce que les magistrats, il est censé connaître la loi. Parce qu'il aide à l'application de la loi. Et en tant que tel, à part la mauvaise foi de certains magistrats, un magistrat, de par sa formation, de par son expérience, est censé connaître la loi. On fait la sensibilisation pour faire connaître, n'est-ce pas, les droits à la population. Nous, je vous ai dit ici comment nous procédons. Et le seul conseil que je peux donner à la population par rapport à de telles questions, c'est de se référer à un avocat. Quand vous êtes arrêté, quand votre parent est arrêté, vous vous référez à un avocat. Je sais que là, les problèmes se posent en termes d'argent parce que notre population est pauvre. Ils peuvent aussi se référer à une ONG des droits de l'homme, pour demander des conseils. Dans tel cas, nous avons un frère ou une sœur qui est arrêté. Comment on doit faire? Et l'ASADO va apporter, l'ASADO comme aussi d'autres organisations qui sont spécialisées sur la question, va apporter son expertise pour aider ces personnes. Il faut attendre qu'il y ait justement ces genres de problèmes pour que les ONG puissent intervenir. Votre travail, c'est aussi prévenir, mais la population se plaint de cette contre-performance. Il ne s'agit pas seulement de l'ASADO, mais il y a beaucoup d'autres ONG aussi qui sont censées parler, sensibiliser la population sur ces questions. Non, je vous ai dit, madame, que la question de la promotion des droits de l'homme, c'est d'abord une question qui relève du gouvernement. L'impression que nous avons, c'est qu'on veut nous mettre à la place du gouvernement. L'ASADO, c'est une petite organisation. On ne parle pas de l'ASADO, il ne s'agit pas directement de l'ASADO, mais des autres ONG aussi. Mais c'est ce que je vous dis, l'ASADO, c'est une petite organisation et les autres aussi n'ont pas cette dimension à pouvoir faire ce que l'État aurait dû faire. Parce que l'État a non seulement les capacités en termes de personnes, mais aussi en termes de moyens financiers. Donc l'ASADO, comme les autres ONG, ont des moyens financiers limités. Et nous avons aussi un personnel qui est limité. Et donc, si nous devons faire un travail, ce travail, je ne suis pas sûr que ça va atteindre autant de gens. Ok, maître, l'actualité, c'est aussi ces tentatives d'évasion dont la presse a fait état pendant un temps dans presque toutes les prisons de la République démocratique du Congo. Les pensionnaires des prisons se plaignent des conditions carcérales. Est-ce que, au niveau des ONG des droits de l'homme, vous êtes saisi de la question? Tout à fait. Nos prisons aujourd'hui sont des mouroirs. Ce ne sont pas des endroits où on estime que les prisonniers ont des droits. Même quelqu'un qui a tué continue à avoir des droits quand il est en prison. Et c'est le gouvernement qui doit protéger ces droits. Et parmi ces droits, il y a notamment, les plus importants, c'est le droit à l'alimentation. Dans nos prisons, on ne nourrit pas suffisamment les gens. Il y a l'absence des soins médicaux dans nos prisons. On n'administre pas de manière régulière les soins de santé aux prisonniers. Les conditions de logement dans nos prisons sont déplorables. Il y a des prisons où il n'y a pas de toilettes. Les gens sont obligés de faire leurs besoins dans les sachets ou dans les fûts. Et ça porte atteinte à la santé des prisonniers. Et donc, dans ces conditions-là, que voulez-vous? Mais quelle est la démarche de l'ASADO, par exemple, par rapport à ça? Est-ce que vous avez pris contact avec le pouvoir public, avec le ministère de la Justice ou les institutions chargées justement de suivre, au lieu de vous concentrer à écrire, à dénoncer sur papier? Quelles sont les actions de terrain que vous avez posées par rapport à ça pour diminuer justement ou faire disparaître ces cas? Je vais vous rappeler que nous avions dénoncé par exemple le surpeuplement dans nos prisons,
le fait qu'il y a des personnes qui sont en détention pour des faits bénis. Et à l'époque, le ministre Lunzolo était parti à la prison de Makala, où il a fait libérer beaucoup de prisonniers qui étaient là-bas sans dossier, qui étaient là-bas pour des faits tout à fait bénins, parce que pour les faits bénins, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Maître, on va terminer par cette question. De votre point de vue, que devrait-on faire pour améliorer la situation des droits de l'homme, surtout en République démocratique du Congo? Je pense qu'il faut réformer la justice. Parce que la justice, c'est vraiment le rempart pour la protection des droits de l'homme. Tant que notre justice va être dans l'état où elle est aujourd'hui, les droits de l'homme ne seront pas protégés. Il faut que la justice fonctionne, il faut qu'elle soit indépendante, en sorte que si moi, mon droit est violé par un haut placé politique, militaire ou de la police, que la justice soit capable de l'interpeller, de l'arrêter. Mais la justice, parce qu'elle manque de l'indépendance, elle est encore à des moments instrumentalisée par les hommes politiques, ça ne marche pas. Donc il faut commencer par là.